Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo de statistiques à deux variables, vidéo dans laquelle nous allons nous attaquer au test d'indépendance du qui2. Qui, une lettre grecque qui est représentée à droite, qui ressemble un peu à notre x, 2 signifiant un carré ici. Le qui2 et le test d'indépendance est là pour nous faire établir avec une certaine probabilité d'avoir raison si on a une dépendance en fait entre deux variables. La loi du qui2 est une loi de probabilité qui a été créée, qui se base sur la loi normale. Je ferai des vidéos sur les lois de probabilité pour elles-mêmes. Ici, je ne vais pas trop en parler en détail. Donc, elle a été établie dans le cas où deux variables sont parfaitement indépendantes dans une population et pour nous aider à savoir quel type d'échantillon on devrait obtenir dans ces conditions-là. Donc évidemment, lorsque on fait une étude statistique à deux variables sur un échantillon pris dans une population inconnue, on va pouvoir postuler l'indépendance des variables et en fonction des résultats de notre échantillon, voir si en fait on pourrait rejeter cette indépendance et dire non, il semble bien qu'il y ait dépendance, qu'il y ait donc une corrélation entre les variables. Un exemple d'approche évidemment pour illustrer ça et pour voir quelle est la méthode employée. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? On croise deux variables, on teste l'hypothèse de leur indépendance et on essaye de rejeter cette hypothèse. La différence entre les valeurs qui auront été observées dans notre échantillon et les valeurs moyennes théoriquement attendues dans des échantillons venant d'une population où règne l'indépendance, cette différence va être matérialisée par la valeur d'un paramètre, un nombre positif d'ailleurs, qui va être notre qui2 calculé. Donc qui2 c'est une loi de probabilité, mais c'est aussi un paramètre que l'on calcule, et donc on est capable ensuite d'évaluer la probabilité que la valeur de ce paramètre soit dépassée, ne soit pas dépassée, et ainsi de suite. Voyons vite un exemple avec une hypothèse à tester. Le genre et le QI sont indépendants dans une population. Autrement dit, les hommes et les femmes présentent la même distribution de quotient intellectuel. Je rassure tout le monde, c'est vrai. D'accord? Dans des populations suffisamment grandes, il n'y a pas de différence significative d'intelligence en termes de QI entre les hommes et les femmes. Mais imaginons que l'on doute de cette affirmation et que l'on souhaite tester cette affirmation. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va prendre un échantillon d'individus, on va leur faire passer un test de QI, et puis on va distinguer les résultats des hommes et des femmes. Je prends ici un échantillon qui est petit, et d'ailleurs je ne devrais pas, mais j'en profite pour en parler. La loi du qui2 va être d'autant plus efficace que l'échantillon est grand. Ici, un échantillon de 20 personnes, ça ne sera pas significatif. Mais admettons que l'on prenne cet échantillon et voici les résultats qui sont montrés de manière très très simple eux aussi. Je note le nombre de personnes de QI inférieur à 100 et le nombre de QI supérieur à 100. Voilà ce qu'on a obtenu. 3 femmes inférieures à 100, 9 supérieures à 100. Pour les hommes, c'est une répartition contraire, 6 en dessous et 2 au-dessus. Donc là, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives, effectivement. Ce n'est pas parce que cet échantillon a montré ça que on va en déduire tout de suite que dans la population, les hommes sont moins intelligents que les femmes. On va avoir des calculs à faire, une loi du qui2 à utiliser pour essayer de décider si on peut penser qu'en extrapolant à la population, on aurait le même genre de choses. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que l'on compare cet échantillon-là à l'échantillon qu'on aurait dû obtenir en moyenne, d'accord, l'échantillon moyen, donc basé sur plusieurs échantillons, dans le cas où dans la population règne l'indépendance, c'est-à-dire où les hommes et les femmes présenteraient la même distribution. Cet échantillon moyen de résultats théoriquement attendus en moyenne est un tableau de proportionnalité. Alors pourquoi? Parce que si vraiment les hommes et les femmes devaient montrer en moyenne la même distribution, eh bien, je n'aurai pas forcément les mêmes nombres dans la première ligne et dans la deuxième, parce qu'il faut que je tienne compte du nombre de femmes et d'hommes interrogés qui n'est pas le même, ici 12 et 8. Et si je veux qu'à la fin mes deux tableaux soient comparables, il faut absolument qu'ils présentent les mêmes sous-totaux. 12 et 8 ici, 9 et 11 en bas. Donc, je reformule, dans une population où les hommes et les femmes ont les mêmes QI
d'accord, en comparaison genre à genre, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même QI, mais ça veut dire que les hommes et les femmes ont la même distribution. Eh bien, dans des échantillons de 20 personnes, il y a un grand nombre d'échantillons qui présenteraient ces sous-totaux là. Et pour ceux-là, eh bien, l'échantillon moyen serait un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire que j'aurais une distribution sur un total de 12 de 5,4 femmes et 6,6 femmes en moyenne, et en dessous 3,6 hommes, 4,4 hommes pour un total de 8. Les répartitions étant proportionnelles, eh bien, j'ai des répartitions qui sont identiques, d'accord? Toute proportion gardée en fonction du total de lignes. Bien, alors comment est-ce que j'ai trouvé les valeurs 5,4, 6,6? Ben, j'ai complété un tableau de proportionnalité, donc j'ai fait des produits en croix. Par exemple, pour la valeur 5,4, 9 fois 12 divisé par 20. Je m'appuie sur les sous-totaux et le total général et je peux calculer n'importe quelle valeur. Pour 3,6 par exemple, 9 fois 8 divisé par 20. À noter que lorsque vous avez obtenu une valeur par produit en croix, vous pouvez tout simplement faire une soustraction avec le total de lignes par exemple pour obtenir la valeur d'à côté. Donc vous avez le choix entre la soustraction ou un nouveau produit en croix. Bon, je résume. Dans une population où notre hypothèse de départ, l'indépendance qui se note au fait H0, est vraie, dans cette population, l'échantillon moyen serait celui-ci. Et la loi du qui 2 va être là pour nous dire si l'échantillon qu'on a trouvé nous est très éloigné ou pas trop éloigné en probabilité par rapport à l'échantillon moyen. Pour cela, on va devoir calculer des qui 2, donc des décalages entre notre tableau et le second tableau. Et comment est-ce qu'on calcule des qui 2? Par une formule qui va pouvoir se référer ensuite à la loi du qui 2, qui est une recette de cuisine bien précise qui nous dit on va calculer pour chaque couple de valeurs, par exemple 3 et 5,4, la différence que l'on met au carré et on divise le tout par la valeur théorique. Voilà, donc c'est de cette façon-là qu'on atteindra des valeurs précalculées, universelles, qui font partie de ce qui s'appelle la loi du qui 2. Premier exemple, par exemple, avec 3 et 5,4, 3 moins 5,4, le tout au carré divisé par 5,4. Résultat 1,067. Je passe à côté, 9 moins 6,6 au carré divisé par 6,6. Résultat 0,873. Bon, j'arrondis ça à 3 décimales systématiquement ici. Nous verrons qu'en général, dans une table du qui 2, on donne des valeurs à 2 décimales, donc si j'arrondis ici à 3 décimales, c'est déjà très bien. On a obtenu ici, pour chacune des 4 cases, 4 qui 2 partiels, et on peut les additionner tous les 4 pour obtenir un qui 2 total qui ici vaut 4,85. C'est le paramètre qui 2 calculé de l'expérience, et ça désigne le décalage ou la distance, si vous préférez, mathématiquement parlant, qu'il y a entre les deux premiers tableaux. Notre échantillon se situe à une distance de 4,85 de l'échantillon moyen théoriquement attendu. 4,85 en unité de qui 2. Donc on ne peut pas décider en le voyant cette valeur si elle est élevée ou pas. Et si vraiment elle est élevée, est-ce qu'elle est vraiment anormalement élevée? Donc la première partie du test est réalisée, il va falloir maintenant effectuer une deuxième partie du test qui va nous permettre de savoir si 4,85 est une valeur très élevée ou pas. La loi du qui 2 est là pour nous dire justement si on avait plus ou moins de chances de dépasser 4,85 ou pas en partant d'une population où règne l'indépendance. Dans la réalité, en connaissant parfaitement la loi du qui 2, nous avons ce genre de courbe pour la distribution de densité de probabilité du qui 2. Notre exemple 4,85 se situe sur l'axe horizontal, c'est là où on place les valeurs de qui 2. Les probabilités, comme toute loi à densité, sont déterminées par des aires sous la courbe. Et la loi du qui 2 nous dit, bien, en fait, il y a 97,23% de chances qu'un échantillon tombe en dessous et 2,77% qu'un échantillon tombe en dessus. Si toutefois, il y a indépendance des variables. Donc, dans cette hypothèse-là, on a atteint un échantillon qui semble un petit peu extrême, c'est-à-dire qu'il fait partie des 2,77 ou des 3% d'échantillons qui donnent des valeurs fortes, qui sont quand même assez décalées par rapport à l'échantillon moyen théorique. L'échantillon moyen, si on était vraiment tombé dessus, il nous aurait donné un qui 2 calculé de 0.
d'accord? Chaque décalage valait 0, donc le qui 2 calculé vaut 0 à la fin. Évidemment, cet échantillon, on ne peut pas l'atteindre, puisqu'il représente des moyennes qui, la plupart du temps, donnent des valeurs décimales. Or, dans un échantillon de 20 personnes, je n'ai pas de valeur décimale. Euh, alors, c'est pas tout à fait correct ce que je suis en train de dire, parce que la courbe de la densité du qui 2, dans l'exemple que j'ai proposé auparavant, elle n'a pas exactement cette forme. Mais on peut imaginer d'une manière générale, pour bien comprendre comment ça s'organise, que la probabilité d'avoir un qui 2 très très proche de 0, et donc compris entre 0 et une valeur très faible, elle est elle-même plutôt faible. Effectivement, même dans une population où les hommes et les femmes ont les mêmes QI, eh bien, j'ai très peu de chances de tomber sur un échantillon qui est très très proche de l'échantillon moyen, et une chance nulle de tomber sur exactement l'échantillon moyen. Ça concerne peu d'échantillons possibles par rapport à une grande majorité qui va se situer légèrement décalée par rapport à l'échantillon moyen, et donc avec des qui 2 faibles, mais de densité de probabilité forte. Et puis, évidemment, sur des qui 2 très très élevés, je vais trouver moins d'échantillons. Donc j'ai une très faible probabilité d'obtenir un échantillon très décalé de l'échantillon moyen. Bon, alors ça c'est la réalité, c'est ce que vous dit la loi du qui 2, mais en général, une calculatrice ne va pas posséder la loi du qui 2 en mémoire. Alors, de plus en plus, hein, les calculatrices la possèdent, mais imaginons qu'on ne la possède pas. Ça n'est pas bien grave, parce que lorsqu'on effectue un test statistique, on n'a pas forcément besoin d'avoir une telle précision dans les probabilités. Ici, on a une p-valeur de 2,77%, c'est très bien, d'accord, la probabilité de dépasser la valeur que vous avez trouvée dans votre échantillon s'appelle la p-valeur du test, bon, très bien, ok, mais même sans connaître ces valeurs-là, on a simplement besoin de savoir si on a dépassé tel ou tel stade en termes de probabilité, avec des valeurs couramment utilisées qui sont 90%, 95%, 99%. Donc les possibilités, ça va être de trouver 4 valeurs précalculées qui chacune correspondent à 1%, 2%, 5%, 10%. Des pourcentages habituellement employés dans des tests statistiques. Ces pourcentages-là vont s'appeler des seuils de risque, à ne pas confondre donc avec la p-valeur du test, hein, qui ici est marquée par un point d'interrogation. Mais on sait que notre p-valeur, ici, va être située entre 2% et 5%. On ne sait pas, a priori, qu'elle vaut 2,77%, mais elle est entre 2 et 5, et ça sera suffisant pour nous. Alors évidemment, comment est-ce que j'ai obtenu les 4 qui 2 correspondants, 6, 64, 5, 41, 3, 84 et 2, 71? Eh bien, ils n'ont pas été calculés, ceux-là, par nous-mêmes en exercice, mais ils sont obtenus grâce à une table. Parce qu'il se trouve que des valeurs générales de qui 2 à partir d'une loi du qui 2 sont très difficiles à calculer. Donc tant mieux, nous avons une table qui va ressembler à ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je me pose la question d'un seuil, 1%, 2%, 5%, 10%, j'ai une valeur, un qui 2 limite qui va correspondre et qui se trouve à l'intérieur ici du tableau. Alors je vous donne ici une table de qui 2 qui contient 12 lignes. Évidemment, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, hein, mais bon, pour des applications simples, on va dire, et classiques en exercice, en général, 12 lignes sont suffisantes. Tout à l'heure, dans la diapo précédente, j'ai pris les valeurs de la ligne numéro 1, 6, 64, 5, 41, etc. C'était ces valeurs-là, et nous verrons un petit peu plus tard pourquoi on a pris des valeurs sur cette ligne numéro 1 et pas sur la ligne 2 ou la ligne 3. Quelques informations supplémentaires. On peut calculer par approximation des valeurs qui de limite par nous-mêmes, avec une formule relativement simple, si toutefois le nombre de degrés de liberté, alors c'est-à-dire le numéro de la ligne dans ce tableau, dépasse 30. Voilà, là on commence à avoir de bonnes approximations avec cette formule, où petit u est un paramètre qui vient de la loi normale centrée réduite. Et donc je rappelle quelques paramètres pour certains pourcentages classiques ici, alors 2,5% ici, alors que je cite 2% dans le tableau, bon, peu importe, en fait en exercice on n'aura pas à le faire parce qu'on ne dépassera pas 30 degrés de liberté dans nos exercices. Les degrés de liberté, on commence à le voir, ça concerne donc les DDL, le numéro de la ligne à choisir, je vais l'expliquer encore une fois juste après. En tout cas, il existe une table de qui 2 dans laquelle on lit des valeurs qui vont nous servir de jalon
et auquel on va comparer notre qui2 calque venant de l'exercice. Allez, donc je résume et puis on va aller jusqu'à une conclusion du test. La méthodologie, d'abord, je rédige mon hypothèse nulle, qui est l'hypothèse d'indépendance dans ce test-là. Ça se note H0, c'est l'hypothèse de départ, et cette hypothèse de départ, notre objectif, c'est de voir si on peut la rejeter. C'est dans ce sens-là qu'on effectue un test en statistique. On pose une hypothèse au départ et on essaie ensuite de la rejeter. Est-ce que les observations faites sur un échantillon tendent à rejeter l'hypothèse de départ? Dans ce sens-là, on peut maîtriser les probabilités que l'on aura de se tromper en rejetant l'hypothèse de départ. Par contre, si on postule une hypothèse au départ et qu'on veut savoir quelles sont nos chances qu'elle soit vraie au vu d'un échantillon, eh bien, on ne les connaît jamais, ces chances-là. Donc c'est toujours dans un sens qu'on peut aller et jamais dans l'autre. Ce qu'on a fait au début, c'était calculer le qui2 de l'expérience avec une formule de qui2, un tableau d'observation, un tableau de l'échantillon théorique moyen suivant H0 et un dernier tableau de valeurs de qui2 calculées. Ces valeurs vont être comparées à un qui2 limite qui, lui, vient du formulaire, vient de la table du qui2. Alors maintenant, comment trouver le bon qui2 limite, c'est-à-dire dans la bonne ligne et la bonne colonne de ce formulaire, justement? Je rappelle mon petit schéma et je dis aussi que maintenant, il nous faut deux informations. D'abord, c'est le nombre de degrés de liberté. Qu'est-ce que c'est que ce nombre de degrés de liberté? C'est R-1 fois K-1 si au départ, on a un tableau qui possède R' et K colonnes. Alors je rappelle le tableau de départ qu'on avait dans notre échantillon. Il ne faut pas tenir compte du nombre de lignes et de colonnes, des sous-totaux, du total général, etc. C'est simplement la taille des données de départ qui m'intéresse, donc ici en rouge, 3, 6, 9 et 2, qui occupe donc 2 lignes et 2 colonnes. R égale 2, K égale 2, je vais donc calculer 2 moins 1 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 1 fois 1, 1. Et je me retrouve avec 1 degré de liberté dans ce tableau qui est en fait le tableau croisé le plus petit possible, 2 lignes, 2 colonnes. Alors, dans l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire degré de liberté? Pourquoi est-ce qu'on parle de liberté? Eh bien, imaginons que les chiffres rouges n'existent pas, mais que les sous-totaux soient imposés. Est-ce que j'ai une certaine liberté pour choisir la première valeur en haut à gauche, par exemple? Eh bien oui, pourvu qu'elle soit inférieure à 9, je peux choisir n'importe quoi entre 0 et 9. Imaginons que j'ai choisi 3. Est-ce que la valeur d'en dessous est libre? Non, elle est imposée par le total de la colonne qui vaut 9. Est-ce que la valeur de droite est libre? Non, elle est imposée par le total qui vaut 12 ici à droite. Bref, une fois que j'ai choisi une valeur en haut à gauche, les 3 valeurs restantes sont imposées. Je n'avais qu'une seule liberté. Donc dans ce tableau, je n'ai qu'un degré de liberté. Comment à tous les coups trouver le nombre de degrés de liberté d'un tableau? Cette formule nous le dit bien sûr, mais visuellement, il suffit de retirer une ligne de votre tableau et une colonne, et vous comptez le nombre de cases restantes. Ici, une seule. Bien, maintenant, pour aller faire une lecture dans la table du qui2, il faut aussi savoir quelle est la bonne colonne à viser. Et ça se trouve dans un énoncé. On vous indiquera le seuil de risque auquel il faut faire le test. Si vraiment on ne vous l'indique pas, eh bien, ça sera à vous de discuter en fonction du seuil de risque qu'on aurait pu choisir. Mais une fois que le seuil de risque est choisi, on va s'intéresser, parmi les 4 valeurs données par la table, à l'une d'entre elles, qui sera notre qui2 limite dans notre exercice. Et puis, on va être capable maintenant de faire la comparaison et de pouvoir conclure notre test. Si jamais notre qui2 calculé a dépassé le qui2 limite, donc si jamais le qui2 limite suivant le seuil de risque choisi se trouve à gauche ici, eh bien on considère que notre échantillon est allé trop loin par rapport à l'échantillon théorique moyen et que donc il est trop différent de ce qu'on aurait attendu en cas d'indépendance. Et donc on va pouvoir rejeter l'indépendance. On va pouvoir se le permettre, mais évidemment ça dépendait de la position de la barre qu'on s'était fixée et donc du seuil de risque choisi. Autrement dit, si on était en cas d'indépendance, on aurait eu quand même une probabilité alpha d'obtenir un échantillon qui se trouve dans cette zone-là. Donc
notre échantillon serait quand même possible en cas d'indépendance, mais il aurait en général une faible chance d'apparaître. Donc si on rejette l'indépendance dans la population, on prend le risque alpha de se tromper. Et même plus précisément, le risque de se tromper est plutôt égal à la p-valeur, c'est-à-dire la partie restée blanche, ici dans le schéma. Mais bon, on dira au seuil alpha pour être globalement, pour rendre compte que l'on est à droite de la barre où on avait notre qui de limite. Si par contre qui de calculé est inférieur à qui de limite, alors on n'est pas allé suffisamment loin pour rejeter notre hypothèse de départ. Notre échantillon n'est pas trop exceptionnel par rapport à l'échantillon moyen. Alors attention, on ne va pas non plus se mettre à accepter H0 si on conclut qu'on ne peut pas le rejeter. Alors là, c'est un petit peu subtil, mais il faut être bien conscient de ça. Jamais dans un test statistique, vous ne pourrez accepter l'hypothèse de départ, parce que, encore une fois, vous ne maîtrisez pas la probabilité de vous tromper ou d'avoir raison, d'accepter H0. Imaginons un exemple plus simple que celui-ci. La prévision météorologique pour demain est il y a 90% de chances qu'il pleuve demain. Or vous vous êtes fixé un seuil de risque à 5%. C'est-à-dire que vous aimeriez bien affirmer qu'il va pleuvoir si vous avez au moins 95% de certitude. Mais vous ne les avez pas. Ce n'est pas parce que vous ne les avez pas que vous allez finir par conclure bon, bah, je vais accepter le fait qu'il ne pleuvra pas. Non, vous n'êtes pas suffisamment sûr pour rejeter le fait qu'il ne pleuvra pas. Et donc pour dire il va pleuvoir. Mais le fait de ne pas être suffisamment sûr ne va pas vous faire faire l'affirmation contraire, en disant ah ben il ne pleuvra pas demain. Non, simplement il y a 90% de chances qu'il pleuve, ce n'est pas suffisant par rapport à vos critères, mais c'est quand même 90%. Allez, voyons un exercice maintenant pour récapituler et illustrer tout ça. On va le faire relativement rapidement, mais en mentionnant bien chaque étape. Imaginons que l'on ait ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons une colonne pour les hommes, une colonne pour les femmes, dans un échantillon observé. Il y a les gens qui n'ont jamais fumé, première ligne, ceux qui sont fumeurs, deuxième ligne, ceux qui ont arrêté, troisième ligne. Dans l'échantillon, on voit que les hommes et les femmes n'ont pas des réponses similaires. On a un pic très marqué chez les hommes pour le nombre de ceux qui sont fumeurs, alors que chez les femmes, on a une distribution qui est beaucoup plus horizontale, on va dire. Mais ça, c'est ce que montre l'échantillon. Le test du Qui 2 va être là pour nous aider à décider si on peut extrapoler ça à la population en disant il semble bien que les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon vis-à-vis du tabac. C'est notre objectif. Pour effectuer ce test d'indépendance du Qui 2, on va devoir premièrement calculer les sous-totaux et le total général de ce tableau, puis former un tableau numéro 2, on va dire, qui est le tableau de la distribution théoriquement attendue en moyenne sous H0, c'est-à-dire si dans la population, les hommes et les femmes se comportaient de la même façon par rapport au tabac, s'il y avait une parfaite indépendance entre le genre et le comportement vis-à-vis du tabac. S'il y avait une parfaite indépendance, eh bien notre échantillon moyen montrerait les distributions identiques pour les hommes et pour les femmes. Identiques, toute proportion gardée, parce que je n'ai pas ici le même nombre d'hommes et de femmes. Donc je crée un tableau de proportionnalité avec des produits en croix. Voilà par exemple pour un premier calcul, un deuxième calcul, et puis je peux comme ça, par différence ou par produit en croix successif, calculer les autres valeurs. Ma distribution théorique, je dois l'écrire d'une manière relativement précise. Ici j'ai mis 4 chiffres significatifs pour garder de la précision pour la suite des calculs. Et je vais maintenant calculer les décalages qui existent entre ce que j'ai observé à gauche et ce à quoi je m'attendrais théoriquement en cas d'indépendance à droite. Je vais faire des calculs de décalage, mais sous la forme du qui 2. Observation moins théorie au carré divisé par théorie. Ici, par exemple pour la valeur en haut à gauche, 12 moins 15,26, le tout au carré divisé par 15,26. Alors j'ai même pris un peu plus de décimales que 15,26 d'ailleurs dans mes calculs pour obtenir des qui 2 relativement précis. Je vous disais tout à l'heure, 3 décimales suffisent. Là j'en ai mis 5, donc c'est un petit peu trop, mais peu importe. Au total, ça s'arrondit assez bien à 5,300. Voilà, en toute précision. J'ai donc un qui 2 calculé de 5,300. Dans ma rédaction, en dessous, point numéro 1, point numéro 2, j'arrive à qui 2 calculé égale 5,3. Maintenant,
je vais devoir aller chercher un qui de limite qui correspond à, eh bien, aux conditions de mon exercice. D'abord, j'ai un nombre de degrés de liberté qui est égal à 2 ici. Effectivement, mes données de départ occupent 3 lignes et 2 colonnes. Si je supprime une ligne et une colonne, il me reste 2 cases. J'ai donc 2 degrés de liberté de DDL. Le seuil qui a été choisi dans l'exercice, alors je reprends les 4 valeurs du formulaire correspondant à 2 degrés de liberté. Le seuil qui a été choisi est un seuil de 10%. Donc là, ça ne s'invente pas, hein, il est présent quelque part dans l'énoncé. Et donc, il y a une valeur qui va m'intéresser sur les 4, c'est 4,61. Je vois tout de suite que notre qui de calculé a dépassé le qui de limite du seuil de 10%. Et donc, je conclus qu'au seuil de 10%, je peux rejeter H0. Ça signifie plus concrètement que je peux dire que dans la population, il y a une dépendance entre le fait d'être un homme ou une femme et le comportement vis-à-vis du tabac. Autrement dit, j'affirme que dans la population, les hommes et les femmes n'ont pas le même comportement ou la même distribution vis-à-vis du tabac, entre ceux qui n'ont jamais fumé, ceux qui sont fumeurs et ceux qui ont arrêté. Mais je le dis au seuil de 10%, c'est-à-dire que j'ai quand même 10% de risque de me tromper. Plus précisément, je le vois d'après ma figure ici, j'ai avec cette p-valeur que l'on distingue ici, que l'on devine, entre 5 et 10% de risque de me tromper, en affirmant qu'il y a cette dépendance. Voilà pour le test d'indépendance du Ki2. Je vous retrouverai une prochaine fois pour cette fois-ci faire un ajustement linéaire d'un nuage de points. À très bientôt.